Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Damoisous, damoiselles, amis du livre, amis du bonheur, l'aventure de la lecture s'installe depuis quelques temps maintenant sur vos petits écrans. Aujourd'hui, je m'en vais recevoir 3 jeunes énergies qui vont parler de leur écriture, de leur rapport avec la lecture. La première énergie sera Mitsuka. Elle est avec nous sur le plateau, elle est en noir. Et qu'est-ce que le noir sinon la couleur de la sobriété, de la puissance et de la gloire? Mademoiselle Mitsuka, bonsoir. Bonsoir Angelo et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé Caraïbe. Je suis heureuse d'être avec vous à cette émission de Délivrez-vous. Voici que déjà tu commences par le vous. Donc ta première démarche, c'est d'installer un mur entre toi et moi. Qui disait que le vouvoiement était une séparation entre 2 personnes. Loin de là. Donc tu ne souhaites pas qu'on soit séparés au fait? Non. Tu souhaites qu'on soit impliqué dans une énergie? Pourquoi pas? Ah ben tu vois. Comme quoi, mesdames et messieurs, c'est une émission qui sera en toute complicité. Toi, tu me vouvoies, moi je te tutoie. Ça me plaît bien. Oui. Des livres et vous. Voici le nom de mon émission. Oui. En quoi ça t'interpelle? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, des livres et vous? Et quand j'ai vu la première publicité, Délivrez-vous, j'ai pas compris qu'il s'agissait des livres, des bouquins et vous. J'ai juste compris le mot, pour moi, c'était délivrance. Ouais. C'est délivrez-vous. Ouais. Donc, libérez-vous, c'était ça. Donc, délivrez-vous et délivrez-vous, c'est quand même la même chose. Ouais. Donc, on se délivre par les livres, pour les livres et avec les livres. Absolument, voilà. Hein. C'est la meilleure façon de faire. Oui. Mais toi, tu es invité à cette émission. Et ma première réelle question pour toi serait, pourquoi est-ce que tu es invité à Délivrez-vous, à ton avis? À mon avis, seulement parce que je suis parmi les lauréats du prix du jeune écrivain de langue française. Et pour cette année. Ouais. Voilà. Sinon, je ne crois pas que... Je ne t'aurais pas invité, sinon non, si non. Je t'aurais quand même invité. Bon, peut-être. Ça fait un petit temps que je te connais. Bon, oui, peut-être. Je dis peut-être. Ouais. Bon, sinon, tu as donc vraiment envoyé un texte à ce concours, le prix du jeune écrivain de langue française, et ton texte a été retenu parmi les 12 textes lauréats. Si je me trompe, tu me rappelleras à l'ordre. Et tu t'en vas bientôt à Paris pour, on va dire, les résultats définitifs de ce concours. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Mitsuka, toi qui es habité par une ville qui s'appelle Petit Goâve? Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être parmi les lauréats de ce concours? Eh bien, ça signifie que ce sera une très belle expérience à vivre avec ces jeunes qui ont la littérature, l'écriture également comme mode de vie. Et puis, il y a la rencontre des écrivains assez prolifiques français, tout comme étrangers d'ailleurs. Et puis, la joie de rencontrer, de vivre, de voir Paris et d'autres lieux que j'écoutais que dans les chansons françaises. Donc, ce sera une belle expérience, voilà. Et ta nouvelle, c'est donc une nouvelle, se passe à Petit Goâve. Et c'est une nouvelle qui mobilise des relents de réalisme merveilleux. Tu as quand même une bande de copains, tu as quand même une bande qui part à l'aventure. Ça se passe un peu sur la route nationale. Mais qu'est-ce que cette bande fait? Et tu as un personnage qui hante toute ta nouvelle. Comment ça fonctionne, ton système narratif? Quelle est cette nouvelle que tu as proposée au prix du jeune écrivain de langue française? Eh bien, il faut dire qu'au départ, je n'ai pas vu qu'il s'agirait d'une nouvelle. J'ai juste pensé, bon, j'allais écrire quelque chose comme ça. Et même à la fin, quand j'ai lu, j'ai dit, mais ce n'est pas une nouvelle. Cela peut être
tout, sauf une nouvelle. Et ce que je voulais, c'est tout simplement raconter, ou du moins prêter ma voix à un personnage pour raconter une histoire qui s'est passée, que j'ai imaginée. De même qu'il y a, bon, je pense qu'il y a autant d'imaginaire que de réalité dans cette histoire. Il y a des lieux qui existent vraiment à Petit-Goâve. Il y a des gens également qu'on avait incendiés à Petit-Goâve, mais je ne les connaissais pas vraiment. Donc, j'ai raconté cette histoire avec toutes les exigences que cela m'a imposé. Et voilà, et Corps ouvert est juste l'histoire de deux personnes en réalité. La personne qui raconte, celui qui interpelle l'autre quand il parle, quand il dit tu n'étais pas là, tu ceci. Et puis voilà, et puis l'histoire de la personne qui est morte et qui, je ne sais pas si certains l'ont vu, est le personnage principal. Ce n'est pas Corps ouvert qui est le personnage principal. Corps ouvert qui est donc le titre de ta nouvelle, on rappelle ça tout de suite. Mais tu viens de dire là, dans ton énoncé, j'ai imaginé cette histoire. Est-ce que pour toi, écrire, c'est d'abord imaginer? Le fait de raconter, enfin, écrire à cette... nous envoie souvent dans notre imaginaire. On ne peut pas s'en empêcher. On ne peut pas s'empêcher de travestir un peu notre réalité, ou du moins de l'intensifier par nos états d'âme. Sûrement, j'ai raconté Corps ouvert dans une écriture assez hyperbolique, sûrement parce que moi, dans ma tête, les choses sont beaucoup plus qu'elles ne sont vraiment dans la réalité. Donc, Et tu penses aussi un peu, Mitsuka, que les êtres humains que nous sommes d'abord et avant tout des corps ouverts. Nous sommes des êtres écartelés. Tout carrément. Mais quelles sont les forces qui nous écartèlent, Mitsuka? Oh, elles sont plusieurs. Nous avons l'amour. Nous avons l'autre également qui des fois s'impose à nous et entre dans notre espace. Et puis voilà, il nous écartèle, comme tu le dis si bien. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. La lecture, par exemple. Il m'arrive, après une lecture, de me sentir écartelée, sciée. Par exemple, quand j'ai lu Parabole du failli ou encore Thérèse en 1000 morceaux. Et après ces lectures-là, je me suis dit, on ne sait pas vraiment qui on est. Donc, oui, c'est cela. Écoute, Mitsuka, tu as quel âge? 19 décembre dernier, j'ai eu 19 ans. Ah ben tu vois, 19 ans, c'est 19 décembre. 19 ans, c'est pas mal. Mais ce que je ne comprends pas, quand tu as 19 ans, comme c'est très à la mode maintenant en Haïti, tu aurais pu être une jeune fille éminemment préoccupée par les traits de son physique. Genre, suis-je belle? Suis-je bonne pour être mannequin? Est-ce que je suis suffisamment maquillée? Suis-je sexy? Les garçons, est-ce qu'ils me voient et tout? Mais toi, tu as décidé à 19 ans de t'intéresser à cet animal-là qui s'appelle le livre. Tu lis, tu écris. Qu'est-ce que tu voudrais dire à une jeune fille de 19 ans qui regarde maintenant Délivrez-vous et qui est obnubilée par son physique? Bon, je ne peux pas lui dire de ne pas s'intéresser à son physique. Je connais des femmes qui sont ici, qui tirent leur... Elles se sentent belles quand vraiment l'autre lui dit quand tu dis l'autre masculin ou l'autre féminin? Les deux. Ah, on peut mélanger les autres. C'est bien de mélanger les autres. Oui. Et quand l'autre lui dit qu'elle est belle, il y a ces personnes qui sont ici. Et moi, pourquoi je n'ai pas cette habitude-là, comme quoi m'intéresser à mon propre physique, et ben, pourquoi il est de ces choses qui arrivent comme ça. Je ne vous dirai pas que j'ai toujours été intéressée par les livres, ce qui serait faux, parce que les livres, il n'y en avait pas toujours, il n'y en avait pas du tout à la maison. Donc, c'est arrivé comme ça, et puis j'ai vu que je ne peux vivre qu'à travers ça, qu'à travers les livres, en lisant.
il m'arrive de couper tous les ponts avec les autres personnes, ne pas sortir de chez moi, de ma chambre, et je reste là. Pour lire carrément un Petit Goâve, toi qui n'es pas loin de la mer, un Petit Goâve, cette ville de et même, Dany. et même à Port-au-Prince. D'ailleurs, Port-au-Prince m'impose le fait de rester dans une chambre. Je ne connais pas trop l'espace, et d'ailleurs, c'est un vaste espace. Donc, je reste dans ma chambre et des journées et je lis. Donc, c'est comme ça. Je n'ai pas vraiment de raison à vous dire, bon voilà, je m'intéresse aux livres parce que, bon, je ne vais pas m'engluer dans un éloge pour les livres, comme quoi, parce que les livres sont bons, parce que les livres, ça apporte beaucoup de vocabulaire ou je ne sais quoi d'autre. Donc non, je lis parce que tout simplement, ça arrive. Parce que tu estimes que dans cette activité-là, ton être se réalise. Et peut-être que c'est pour cela que les gens devaient lire tout simplement. Oui, oui. Parce que la lecture nous permet de mieux nous réaliser et nous pousse au bout de nos capacités, de nos possibilités. Ce que tu viens de dire là, je l'ai ressenti après avoir lu Thérèse en 1000 morceaux de Lionel Trouillot. Et là, j'ai été certaine que la lecture, c'est cela. C'est d'abord, on retrouve l'autre, et puis on se retrouve en l'autre. Et puis, c'est assez intéressant de trouver un auteur qui parle d'une histoire quelconque et de voir que cette histoire nous concerne et nous interpelle. Nous concerne tout carrément. Et Thérèse en 1000 morceaux a interpellé mon enfance. Alors celle-là, je l'appelle un fourneau à romans, Amélie Nothomb. Elle a campé un beau concept, elle parle du coup de foudre littéraire, où tu tombes sur un livre qui constitue ton grand coup de foudre. Oui. Est-ce que toi, tu peux te rappeler de ton premier coup de foudre littéraire? Oui. Un livre qui t'a renversé, j'en parlais souvent. À un moment donné de ma vie, de ma jeunesse, j'en parlais beaucoup. Et c'est le premier roman haïtien que j'ai lu. Et au tout début de mon adolescence, c'était de René Despestre, Adriana dans tous mes rêves. Je me rappelle après l'avoir lu, j'étais fascinée et je racontais l'histoire à tout le monde. J'ai dit, vous savez, il s'est passé une histoire à Petit Goâve, à Jacmel, pardon. Il s'est passé une histoire. Vous ne connaissez pas C'est vrai qu'Adriana dans tous mes rêves. Mais il faut lire ça. Et j'arrêtais pas. Et ça m'a également poussé à faire un voyage cette année, en mois de juillet, à visiter Jacmel. Donc j'aimais ça. Je voulais voir... Aller sur les traces d'Adriana. Oui, j'ai même visité la place où il y a où on a transcrit des passages d'Adriana dans tous mes rêves sur les marches. Donc j'ai posé des questions également aux habitants de Jacmel. Est-ce qu'ils connaissent un manoir appelé Manoir des Siloé? Est-ce qu'ils connaissent ça? Et puis après la lecture d'Adriana dans tous mes rêves, ce que je voulais vraiment, c'était de rencontrer l'auteur. Et quand j'ai lu au préface que l'auteur était encore en vie, j'ai dit, j'ai encore de la chance. Il est encore en vie, il est toujours aussi sympathique, c'est bien. toujours aussi aimable. Ça a été vraiment mon coup de cœur. Après, je vais découvrir d'autres auteurs haïtiens incroyables, comme Jacques-Stéphane Alexis et comme Lionel Trouillot, que j'aime beaucoup. Et puis, des auteurs féminins, Marie-Vieux Chauvet, Yannick, Ketli Marx. Ketli Marx pour la finesse de sa sensualité. Oui, ce que j'ai aimé dans 2 romans, Leur hybride et Saison sauvage. C'est vrai que dans Saison sauvage, il y a quand même un personnage qui dit que mon sexe est de faïence. Oui. Cette phrase, elle a marqué. Et en tant que, il faut nettoyer le sexe. Et en tant que jeune femme, je pense souvent à cette phrase quand je me baigne. Quand je me baigne, tu partages cette vision? Oui. Où le sexe est de faïence. Oui, je pense souvent à cette phrase et donc oui. Pour vous dire également que la littérature, parfois, ça fait partie intégrante de ma vie. Il m'arrive de ne pas lire, mais de vivre les phrases. Et de visualiser des aspects du roman. Quand je considère Leur hybride, quand je monte à Pétionville, pas loin du commissariat, j'ai toujours l'impression de voir Éric Rico l'ermite. J'ai l'impression de le voir, ce gigolo qui va monter à Pétionville à la fin du roman.
Ok. C'est en cela que la littérature, tu le dis bien, ça reste en nous, ça nous apprend à vivre. Oui, tout carrément. Mitsuka, quel est ton projet immédiat, là maintenant, ton projet d'écriture? Tu vas continuer à écrire? Oui, ce que je fais ces derniers temps, mais il faut que je lise. Avant de lire, je suis avant d'écrire. Avant d'écrire, il faut que tu lises. Oui, voici un conseil que nous donnons à beaucoup d'autres jeunes qui souhaitent écrire. Il faut d'abord lire, c'est par là que ça procède. Oui. Sinon, je perds tout, les mots, non, je ne les comprends, je ne les comprends pas et voilà. L'histoire, je peux écrire une histoire, après j'ai dit, là, c'est du n'importe quoi. Donc, il me faut une bonne dose de lecture. Je me rappelle même, avant d'avoir écrit Corps ouvert, je lisais beaucoup avant. Bukowski, Trouillot, Batraville. Oui, j'avais lu L'Ange de Charbon, Yannick Lance, Ketli Mars. Donc, je lisais beaucoup à cette époque. Et puis, après que j'ai envoyé le texte, bon, je n'ai ni écrit, ni lu. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça nous arrive à tous. Absolument. Ça nous arrive à tous. Des moments d'abattement. Oui. Mitsuka, merci d'être venue sur le plateau Délivrez-vous. Merci à vous de m'avoir invité. Voilà, j'aime trop le vous et le tu qui s'appellent. Mesdames et messieurs, Délivrez-vous avec Mitsuka, qui est parmi les 12 lauréats du prix du jeune écrivain de langue française. Elle s'en va très bientôt à Paris recevoir ses cadeaux et être exposé aussi aux résultats définitifs de ce concours. Mesdames et messieurs, respirez et au retour, nous aurons un autre invité. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. De retour après cette courte pause, cette courte respiration, c'est toujours Délivrez-vous qui bat la mesure sur vos petits écrans, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre et avec une jeune fille qui ne place aucune rigueur quand il s'agit de prononcer son nom de famille. Princeton ou Princeton, rien à faire. Elle s'appelle Jenny, mais son nom de plume c'est NJ. Mesdames et messieurs, elle est en rouge, elle est en toute puissance. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, D'Angelo. Bienvenue à Délivrez-vous. Merci. J'aime beaucoup la petite mèche de cheveux que tu as entre tes yeux. C'est pensé comme ça ou c'est tombé là comme ça par hasard? Ben, c'est tombé là par hasard. Ouais. Et tu écris dans cette logique-là, par hasard, pour rassembler autour de toi tous les hasards de la vie? Ben oui, ça m'arrive parfois. Quand as-tu commencé à écrire Jenny ou NJ, Princeton ou Princeton? Ok, pour la première fois que j'ai écrit, c'était en septembre 2011. Ah, tu as même la mémoire exacte de la date. Oui, et j'ai même également l'heure. C'était vers 10h du soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Un garçon t'avait fait de la peine. Bravo, monsieur. Hein? Je sais pas, mais j'avais un truc. Donc, j'avais besoin d'écrire, j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais. Qu'est-ce qui n'allait pas en toi? Quel était donc ton mal? Ce mal qui t'a porté à prendre la plume? Un peu de nostalgie, de solitude. Donc, c'est la première fois que j'ai écrit. Et c'était un poème, c'était une nouvelle, c'était un petit récit comme ça. Quelle forme littéraire cette écriture-là avait épousé? C'était un poème. Tu te rappelles de quelques vers, NJ? Oui. Pas vraiment, pas vraiment. Laisse-toi aller dans ta mémoire. Hein. Revisualise tout ce moment d'écriture. Est-ce que tu vois un vers passer? Un seul? Non, pas tout de suite? Non. C'est pas grave. Et après, tu as donc continué à écrire depuis 2011? Oui. Tu t'es arrêté à des moments? Oui, par moment. Ça m'arrive parfois de passer 3 ou 4 mois sans écrire. Et ensuite, après, je me reprends
et je continue à écrire. Mais quand tu écris, NJ, qu'est-ce que ça ajoute à ton expérience de jeune fille? Qu'est-ce que ça ajoute à ta condition humaine? Ben, quand j'écris, j'ai l'impression de grandir spirituellement, parce que ça m'élève à un degré tellement inexplicable. Genre, c'est genre avoir une relation avec moi-même. Et c'est comme si j'apprenais des trucs nouveaux à moi-même par mes expériences, tout ça. Donc, quand j'écris, je me sens bien. C'est comme si l'écriture était mon amour à moi. Carrément. Donc, Mais est-ce que tu as au moins d'autres amants plus concrets que l'écriture, des amants genre physiques? C'est peut-être bien aussi d'en avoir. Hein. oui, je sais. C'est peut-être, je ne sais pas, je suis C'est pas bien. sûr. C'est bien d'en avoir, je pense que c'est bien d'en avoir. Mais tu aimes bien lire aussi, NJ. Ça t'arrive de temps en temps de lire. Et quand tu lis, qu'est-ce que tu lis? Oui, ça m'arrive parfois de lire. Ça m'arrive parfois aussi d'avoir un peu la paresse. Par exemple, je peux passer plusieurs mois sans lire un livre parce que ça m'intéresse pas. En ce moment, oui. Oui. Voilà. Mais parfois aussi, je lis. Et quand je lis d'habitude des poésies, des romans. Et je lis également pour passer le temps. Par exemple, si je me sens naze, je suis ennuyée. Donc, je prends un livre et je passe le temps. Ou du moins, quand je veux oublier un truc qui me fait mal, ou je veux passer mon temps à faire autre chose que de penser ou de réfléchir à ce que j'ai ou à ce que je vis dans le moment, donc, je prends un livre et je passe tout ça. Est-ce que tu peux lire n'importe où? Genre, tu peux lire chez toi, il y a à côté ta petite sœur qui crie, il y a J'ai ta pas de maman petite sœur. qui pique des crises, il y a ton père qui rentre et qui dit allez, tout le monde bat la mesure. Tu peux lire dans la camionnette, dans le taxi, dans ta voiture, à l'école. Est-ce que tu peux lire partout? Ou bien te faut-il un cadre particulier pour lire? Il me faut un cadre particulier pour lire parce que je ne peux pas lire là où il y a du bruit et parce que ça me déconcentre. Je ne peux pas saisir le sens de ce que je suis en train de lire. Donc, et pour info, je n'ai pas de petite sœur. Donc, Ah, mais tu vois. à la maison, je lis. Je suis toute seule dans ma chambre. Ça m'arrive parfois de mettre un peu de musique et de lire en même temps. Ok. Mais je préfère le silence parce que le silence, ça m'aide à comprendre ce que je lis. Et je pense que le silence, c'est comme l'écriture. Parce que Ouais. avoir un peu de silence, c'est quand même bien. Genre, tu es toute seule à la maison et que tu prends un Ouais. livre. Seul avec toi-même, seul avec Avec un le texte. livre. Un texte qui est peut-être avant tout un être de langage qui partage le temps avec nous. Mais NJ, est-ce que tu te rappelles de ta première lecture? Tu peux situer ça dans le temps? Oui, oui. Carrément. Ah. Tu as donc le sens de la temporalité, toi. Oui, oui, oui. Le premier livre que j'ai lu, c'était, mais je ne me rappelle pas du nom de l'auteur, mais je me rappelle très bien du titre, parce que la première chose qui m'a intriguée, c'était le titre du livre. Ça s'appelait La maison des lendemains. Quand j'ai vu le livre, je l'ai acheté et je l'ai lu. L'histoire était vraiment fascinante. J'ai adoré à tel point que même après 5 ans, 6 ans, je me souviens encore de l'histoire. Tout ça. Ouais. Mais toi, quand tu lis NJ, qu'est-ce qui t'intéresse comme lectrice? Est-ce que c'est la qualité de la langue de l'auteur, tout ce qui est stylistique, organisation concrète de la pensée par la magie de l'écriture, ou bien la qualité des idées qui sont énoncées, ou bien l'imagerie de l'auteur? Donc sur quoi tu mets l'emphase quand tu lis? Qu'est-ce qui te prend d'abord? C'est La l'image. langue, l'image? L'image. Et parce que il y a certains auteurs, quand ils écrivent, ils forment quelques énoncés. Et à l'intérieur de l'énoncé, tu vois
une chose que tu peux pas expliquer. Et à l'image, genre, tu fais en sorte de travailler ton imagination pour pouvoir comprendre ce que veut vraiment dire l'auteur. Donc, c'est l'image qui est prise. Oui, c'est le fond. Ouais. Et si j'ai bien compris, si je ne me trompe pas, si je ne mélange pas mes pinceaux, tu fais également des études universitaires à la faculté de linguistique appliquée. Oui, Mentais-je, madame? Non. Non. Est-ce que tu estimes qu'au sein de la faculté de linguistique appliquée, il y a une réelle dynamique de lecture? Est-ce que tes copines immédiates, Saona, Roseland, tu en as d'autres peut-être, est-ce que tu estimes que dans ton petit cadre de jeune fille, est-ce que vous lisez du texte? Est-ce que les textes se passent entre vous un peu comme les trousses de maquillage? Mais oui. Comme tu viens de le dire, avec Roseland, Gentil et Saona Lioval Jean-Baptiste, on a même l'habitude de s'entretuer pour les livres. Genre, si Roseland apporte un livre, un nouveau livre, et si par hasard nos yeux tombent sur ce livre, donc c'est sûr que Roseland ne va pas repartir avec ce livre chez elle. Donc, on fait tout pour l'avoir, parce qu'on aime faire ça. On adore lire ensemble, partager des idées. Ouais. Et on a l'habitude également de partager nos textes. Ouais. Et on les critique. Donc, je pense que ça nous aide vraiment à avancer. Parce qu'ensemble, vous étiez sur un grand projet là. Il a changé son nom. Le gars, quand je l'ai connu, il s'appelait Claude Sénéchal. Sur Facebook, un bon matin, il s'appelle Enki Kene, je ne sais plus. Il a donc dirigé ce projet, la Isla Zilea, qui a donc rassemblé des poètes dominicains et des poétesses et poètes haïtiens. Et il y a donc tes poèmes là-dedans, les poèmes de ces jeunes filles qui y figurent également. Est-ce que tu estimes, Angie Princeton, que ce livre t'a rapproché du peuple dominicain? Ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai eu l'invitation de Sauna d'abord. Ensuite, j'ai eu l'invitation d'Anki. Et quand ils m'ont invité, j'avais pas pris ça au sérieux. Et puis, je savais même pas qu'on allait avoir des associés dominicains. Donc, j'ai écrit ces 3 textes et tout de suite, je les ai écrits dans la soirée même et je les ai envoyés à Anki. Et après quelques mois, parce que ça a duré à peu près 2 ou 3 mois, j'ai reçu un message d'Anki disant que j'ai été sélectionnée parmi les 5 poètes haïtiens, etc. Parce qu'il voulait avoir 5 filles. Donc, au lancement... Il voulait 5 filles à lui tout seul. Bravo, hein? Bravo, Anki. Oui, et au lancement, ça a eu lieu à Levilat, Pétionville. Au lancement, il n'y avait pas vraiment les Dominicains. Il y avait seulement une fille, Daniela. C'est une Dominicaine. C'est seulement elle qui était là en tant que Dominicain, pour être Dominicain. Donc, je ne sais pas. Au contraire, je pense que l'anthologie Zilea m'a plutôt rapproché de mes amis, genre Saona et Wizland. Et on partage, et ça nous a aidé à partager un peu plus encore nos textes, etc. Mais pour les Dominicains, pour le peuple dominicain, pas du tout. Alors que, à mon sens, peut-être qu'à la base de ce projet, l'idée d'Anki, c'était d'établir des passerelles d'échange entre poètes haïtiens et poètes dominicains. À ce niveau-là, le projet a un peu avorté. Je ne dirais pas ça parce que au lancement, on a parlé avec Daniela et on s'est très vite sympathisé parce que j'ai lu son texte et elle a lu également nos textes. Et c'était vraiment bien, je dirais, parce que... Est-ce que tu penses que c'est dans les projets d'avoir un lancement de ce même livre en République dominicaine? Tu penses que c'est dans les perspectives ou je pense que c'est dans les perspectives, mais je ne sais pas vraiment. En ce moment, Angie, quelle est ta lecture, si en ce moment tu lis? En ce moment, je ne lis pas. Mais en ce moment, tu écris? Non, non plus. Non plus. En ce moment, tu es sur tes vacances. Exactement. Et quand tu es en vacances, comment tu en profites?
Ben, je passe la plupart de mes temps devant mon laptop. Je regarde des séries. Et si je ne regarde pas des séries, ça m'arrive parfois de prendre un livre, de lire. Mais si je te demande là maintenant, quels sont les 3 livres qui ont beaucoup marqué ta vie de lectrice? Quel est le premier que tu mobiliserais? La Belle Amour humaine. Ah, de Lionel Trouillot, laquelle formule qui a été Exactement. prise à Jacques-Stéphane Alexis. Oui. Donc tu as beaucoup aimé le côté révolutionnaire de ce roman parce que Oui. La Belle Amour humaine, c'est quand même une belle allégorie du communisme. Oui, parce que je me souviens de la première fois que j'ai lu La Belle Amour humaine, j'avais un devoir. Il y avait une liste de livres à consulter. Ensuite, j'ai choisi La Belle Amour humaine. Quand j'ai lu La Belle Amour humaine, une fois arrivée à la fac, j'ai commencé à raconter l'histoire. Ouais, cette jeune fille qui arrive en Exactement, Haïti, Anaïs. qui part à Ansafouleur En Safoleur. pour trouver les traces de son père. Mais ce que j'ai le plus aimé, c'est comment Lionel Trouillot il a peint la réalité qui se passe à Ansafouleur. Et on a l'impression que Ansafouleur devient immédiatement le seul auteur principal du livre. Ouais. Donc, c'est comme s'il se foutait de Thomas, d'Anaïs, et que le plus important, c'était Ansafouleur. Ansafouleur. Voilà comment les gens qui vivent à Ansafouleur, comment ils vivent, etc. Donc, c'est ce que Et j'ai- voici comment les habitants de Ansafouleur ne tolèrent pas les injustices. Exactement. Ils ont fini par se débarrasser de ces deux Oui, oui. gourous, deux méchants. Au contraire, c'est comme les villageois d'Ansafouleur, ils nous montrent comment ils vivent ensemble. Genre, c'est ce qui était le plus important. Donc, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Voici un livre que Angie Princeton, voilà, je fais tout ce que je veux de ton nom de famille, recommande aux jeunes personnes qui suivent cette émission. Y aurait-il un deuxième livre que tu recommanderais? Oui, c'est Le charme des après-midi sans fin. Notre fameux Daniel Laferrière. Pourquoi ce livre en particulier de Dany? Ben, Qu'est-ce qui t'a ébloui dans ce roman? Qu'est-ce qui t'a séduit? ok, voilà ce qui s'est passé. J'étais à la fac et puis j'avais pas de professeur. Je suis allée à la bibliothèque. Je me suis dit, bon, pour passer le temps, je vais prendre un livre pour lire. Et puis, quand je suis arrivée à la bibliothèque, j'ai juste saisi le livre. Et puis, quand j'ai lu le titre, Le charme des après-midi sans fin, c'est vraiment de la poésie, ça. Donc, j'ai aimé. Ensuite, je me suis assise et j'ai lu entièrement le livre. Et j'ai adoré le fait que il y a rien j'ai l'impression qu'il n'y a rien d'inventif là-dedans. Ouais, c'est des pans de réalité. Exactement, de que réalité. Dany Ce sont met des en scène. souvenirs, des souvenirs figés qu'il raconte dans le livre. J'ai aimé tout ça. Donc, Voilà. comment il raconte les souvenirs qu'il avait avec sa grand-mère. Ouais, Da. un petit goût et tout. Oui. Angie Princeton, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau Délivrez-vous. Toi qui es tout en rouge. Tout le plaisir a été pour moi, Angelo. Mesdames et messieurs, Angie Princeton qui vous propose Zilea, ce recueil de poèmes qui mélange haïtien et dominicain. Angie Princeton a ses poèmes dans ce livre. Angie Princeton vous recommande également Le charme des après-midi sans fin de Daniel Laferrière, mais aussi La Belle Amour humaine de Lionel Trouillot. Mesdames et messieurs, vous faites bien de lire et de suivre cette émission. Allez, respirez. Connery, si je te dis les contes de la folie ordinaire, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis Islande, suivi de la mer entre lait et le sang. Si je te dis l'amour avant que j'oublie, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis le portrait de Dorian Gray. Si je te dis aime-moi comme une maison qui brûle, qu'est-ce que tu me dis? Je te dis
quelquefois je redeviens mortel, mon amour. Mesdames et messieurs, Carl-Henri est sur le plateau Délivrez-vous, jeune journaliste, jeune auteur qui n'a pas encore publié de texte, mais qui est dans cette veine-là, dans cette dynamique d'écriture, jeune sur lequel on a vu passer des papiers aux novellistes, qui écrit lui-même pour le quotidien Le National. Merci d'avoir accepté de faire le show sur Délivrez-vous. Merci pour l'invitation, D'Angelo. Carl-Henri, je voudrais qu'on commence notre conversation par le biais d'une phrase. C'est Népal qui dit ça. Il dit « Le monde est ce qu'il est. Ceux qui ne sont rien ou ne cherchent pas à devenir quelqu'un n'y ont pas leur place. » Je reprends. Le monde est ce qu'il est. Ceux qui ne sont rien ou ne cherchent pas à devenir quelqu'un n'y ont pas leur place. Est-ce que pour toi, lorsqu'on lit, on cherche à être quelqu'un? En fait, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que c'est difficile de dire pourquoi on lit. En fait, il n'y a pas une raison type ou une archétype de raison pour lire. Donc chacun a une façon d'apprendre le livre. Et je ne dis pas au départ, on est quelqu'un au départ. À la naissance, je ne veux pas dire qu'on est déjà quelqu'un à la naissance. Mais pour moi, pour ma part, je ne lis pas pour être quelqu'un, mais je lis pour écrire. Ça peut paraître paradoxal, et ça n'a rien à voir avec l'alphabet, ou un assemblage de mots, par exemple. Donc, je lis pour écrire toutes les gammes de sentiments, les émotions que l'homme pourrait avoir. Et l'amour, et l'honneur, le déshonneur, et la cruauté, etc. Et puis, je lis pour écrire, puisque j'ai des projets d'écriture. Donc, en fait, tu lis tel un prédateur. Le livre est pour toi une proie qui te nourrit et qui te permet à ton tour d'engendrer de la valeur littéraire. Oui, mais le livre permet de me nourrir, mais je nourris aussi le livre. Pourquoi? Parce que je pense que lire est dialectique. Donc, le livre sauve l'individu qui sauve le livre. Pourquoi? Parce que certains livres ont été sauvés par des individus. Donc, je suis critique littéraire. Sur le trottoir, j'ai vu un texte. J'aimais le texte. J'écris un papier. Et du coup, le livre sort de l'anonymat. C'est-à-dire, un livre peut te sauver tout comme on peut sauver un livre. Donc, il y a une transaction des plus vivantes entre le lecteur et le livre, dans le sens où nous insufflons un peu de notre vie au livre. C'est très pénakien comme vision. Un peu pour dire, nous réinventons le livre page après page. Nous écrivons aussi le livre que nous lisons. En fait, le livre est incomplet en dehors du lecteur. Et c'est nous, en tant que lecteurs, qui écrivons la dernière phrase du livre. Donc, en gros, Carl-Henri, le livre, c'est vraiment une œuvre ouverte, comme aurait dit Umberto Eco. Ce n'est pas un système esthétique fermé. Non. Le livre est incomplet. Il faut des lecteurs pour compléter ce qui a été déjà commencé par l'auteur, par exemple. Voilà. Il y a cette vague de théorie qui tend à mettre en avant l'idée qu'il y aurait différents types de lecteurs. Tu rentres dans ces catégories-là, tu y prêtes foi, ou selon toi, il y a une catégorie générique qui s'appelle lecteur, sans stylistique dans la typologie? Et je dirais qu'il y a plusieurs types de lecteurs. En fait, je ne vais pas dire il y a le lecteur mineur, donc je ne sais pas si ça existe, mais je sais, comme aurait dit Antoine Compagnon, il y a des lecteurs compétents. Et il m'arrive de lire un texte, et puis j'ai passé le texte à un ami, par exemple, à Richie ou à Penn, et puis je leur dis, vous n'avez pas pleuré, par exemple? Il m'a dit, ben non, je n'ai pas pleuré, voilà, c'est un texte, c'est un beau texte. En fait, tout le monde n'a pas le même degré d'empathie vis-à-vis de la lecture. Donc, on n'est pas tous touchés au même degré, niveau. Et là, tu me fais penser à Ionesco,
Quand j'ai lu cette fameuse pièce, La cantatrice chauve, j'ai pas arrêté de rire. J'étais trop content de cette lecture. J'ai passé ce livre à un ami que tu connais, Claude Bernard Serrand. J'ai dit, allez, tiens, c'est UNESCO. J'ai dit, alors, t'as bien rigolé? Il m'a fait, non. J'ai pleuré. Pas du tout. Ça m'a rendu triste. Je me suis dit, il est donc possible d'avoir cette différence de réaction devant le même livre, le même propos, la même proposition langagière. Le livre ne nous secoue pas de la même manière. Ouais, ouais. En fait, au départ, un texte peut être alors, dans un texte, il peut y avoir de l'humour, mais un lecteur ne s'en rend pas compte. Il se rend compte de la cruauté du texte. Parce que alors, un roman est un empire. Un empire qui accueille d'autres empires en son sein. Donc, il y a l'amour qui passe, il y a la haine, il y a le désastre, par exemple. Donc, je peux avoir des référents du désastre. J'ai été élevé, par exemple, dans une zone où il y avait toujours des inondations. Le côté désastreux du texte va plus me toucher par rapport aux autres aspects du texte. Donc, ça arrive. Donc, le livre nous touche tenant compte de notre histoire de vie. Oui, je pense. Parce que je suis touché par un texte suivant d'abord le style de l'auteur, la syntaxe mesurée, ou je ne sais pas, et débridée même. Mais les thématiques, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a une thématique qui t'a déjà fait pleurer? Tu es dans un livre, j'ai bien dit, tu es dans le livre, tu es vraiment intégré là-dedans et à la fin ou pendant la lecture, des larmes partent de toi. Oui, j'ai déjà pleuré en lisant, par exemple, Lettre d'une inconnue et de Zweig, par exemple. La fille qui est petite, elle habitait dans un appartement avec sa maman. Et du coup, il y a un écrivain qui a déménagé. Et elle regardait l'écrivain dans un trou. Elle lorgnait l'écrivain. Voilà, c'est le mot juste. Et puis, en devenant adolescente, elle est tombée en amour pour l'écrivain depuis son enfance. Et puis voilà, et étant adolescente, elle a eu des rapports avec l'écrivain, mais pour l'écrivain, la fille n'existait pas. Et puis, elle a écrit une lettre d'amour, une lettre à l'écrivain pour dire, bon, mon enfant va mourir et tout. Et tout. Et donc, c'est un texte qui t'a secoué et qui t'a même arraché quelques larmes. Ouais, voilà. Et j'aime beaucoup que tu touches cet aspect-là de la chose, que tu parles un peu de l'amour, un peu comme ça. Du coup, l'amour est un sujet qui m'intéresse, mais pas autant que ça. Je suis beaucoup plus interpellé par le désamour. Et ma question, du coup, pour toi serait, qu'est-ce que l'amour quand la perspective du désamour est dans le champ des possibles? En fait, l'amour devient... Comment peut-on aimer quand l'amour peut se prendre un mur? En fait, je suis de ceux qui croient que l'amour, comme aurait dit Alain Badiou, en fait, au premier degré, c'est la scène du deux. Ouais. La scène du deux. C'est-à-dire l'amour est une procédure de vérité où un certain nombre de vérités est construit. Donc, je pense qu'il faut souvent aimer l'autre. Donc, il faut s'aimer à partir de la différence et non à partir de l'identité. Donc, il ne faut pas chercher moi-même en l'autre. C'est-à-dire, je me cherche en l'autre. C'est-à-dire, l'amour serait, je me cherche à travers l'autre. Donc, et ce que j'ai alors, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de moi dans l'autre? Je pense qu'il ne faut pas aimer de cette façon-là. C'est plutôt, et parfois, il y a la différence qui s'impose. Donc, il faut apprendre à conjuguer les différences. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aimer l'autre pour lui-même, pas pour soi. Ouais. Aimer l'autre pour lui-même. Néanmoins, Canary, comment tu comprends ce maître mot qui s'appelle la rupture? À ton avis, pourquoi les gens, au bout d'un moment, ils arrivent à rompre? Tu vois, on est dans autre chose là, délivrez-vous. Une belle discussion sur l'amour, on s'y attendait même pas. En fait... La rupture, c'est quoi? À quel moment dans le film, les gens rompent? Donc,
en fait, ça arrive quand, si au départ, on aimait l'autre à partir de la ressemblance, on arrive à un moment où l'autre ne vous ressemble pas, donc, et vous ne vous voyez pas dans l'autre, donc il y a rupture. Mais si au départ, on s'aimait à partir de la différence et l'autre devient votre portrait, donc, et du coup, il n'y a plus d'intérêt, et c'est la rupture. Donc, et la rupture, pour moi, c'est important. C'est important de rompre, tu dis. Oui, parfois, je pense que c'est important. Ouais, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, mon invité a dit sur le plateau Délivrez-vous, rompez, ne restez pas en couple. En fait, pourquoi je l'ai dit? Parce que j'ai été fasciné par un roman, Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, par exemple. Ouais. Donc, c'est un texte donc, qui est traversé par des thématiques diverses comme la jeunesse, le sens de la vie, et la moralité, etc. Donc, dans ce roman, vous allez voir avec un personnage comme Lord Henry Wotton, c'est quelqu'un qui vous transmet une théorie de vie extraordinaire. C'est-à-dire, on ne peut pas, en fait, il faut toujours être en quête, pas il faut, c'est pas un tu dois, c'est pas une obligation impérieuse, mais les sensations nouvelles, ça c'est parfois intéressant. En fait, quand j'étais jeune, j'étais toujours en quête de nouvelles sensations. Ouais. Et Quand tu étais jeune, parce que là, entre-temps, tu as pris un coup de vieux, quoi. je commence à vieillir dans le Tu as pris un coup de vieux. Tu sais que je suis plus vieux que toi. bon, je sais pas. Tu sais que j'ai 54 ans. C'est le sport qui me garde en forme. En fait, J'ai 54 ans. vous savez, vous me faites penser à Dorian Gray. Carrément. Dorian Gray, c'est le personnage principal du roman. Pourquoi Dorian Gray? C'est un jeune garçon qui a été peint par un peintre qui s'appelle Basile. Ouais. Et puis, en voyant son portrait, Dorian Gray, il est fasciné. Et puis il se dit, un jour je vieillirai, alors que ce portrait restera jeune. Et puis, il se demande qu'est-ce que je peux donner pour rester jeune. Ouais. Donc, et du coup, c'est comme un pacte avec le diable. Et le portrait, avec le jeune commence à... Dorian Gray reste jeune, tel qu'il était, et le portrait vieillit. Donc, en fait, je me demande, est-ce que vous n'avez pas, par hasard, un portrait caché chez toi qui vieillit à ta place? Peut-être, bien scotché chez moi, athée pour le jeu de la galerie, mais au fond, beaucoup de pactes, de transactions obscures. Y a-t-il un deuxième livre qui t'a beaucoup marqué, à côté du portrait de Dorian Gray? L'amour, on y reviendra. Hein? Ouais. Dis-moi un deuxième livre qui t'a beaucoup marqué. Qui m'a beaucoup marqué. En fait, j'ai été touché par un texte, John Steinbeck. C'est un écrivain américain, Steinbeck. Prix Nobel de littérature, qui refusait la caméra. Donc au jour d'aujourd'hui, Délivrez-vous, vous n'allez pas pouvoir recevoir Steinbeck. Caméra, non merci. Télévision, non, journaliste, non merci. En fait, le texte s'intitule Des souris et des hommes. Ah, avec ses deux frères. Ouais, et George Milton, vous connaissez, et puis Eleni Small. Est-ce qu'ils étaient frères? Ils étaient proches en fait. Ils étaient élevés par Tante Clara, par exemple. C'est un texte qui a une dizaine de personnages. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils veulent, ces messieurs? Ils veulent avoir un petit lopin de terre, tout simplement. Ouais. Donc ça fait penser à une époque donnée de l'histoire des États-Unis, en 1930, où il y avait une crise, etc. Donc, Lenny, il est gentil, doux, mais il est méchant. Donc, il est méchant innocemment. Donc, lui, il veut la douceur. La douceur, voilà. Donc, il veut toucher le doux, et des fois, il oppresse le doux. Voilà. En fait, Lenny, c'est un personnage comme ça. Donc, il aime toucher, et comme tu dis, il a une main désastreuse. Donc, il a un rapport de destruction avec le monde. Avec le monde. C'est-à-dire il aime toucher les lapins, les souris, les chiots, par exemple. En fait, toujours une souris dans les poches. Voilà. En fait, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce texte précisément? Dis-nous. C'est que après ma lecture de ce livre, je me demande
est-ce qu'on peut vouer une admiration excessive à l'autre sans l'étouffer? Et est-ce que l'amour excessif, par exemple, n'étouffe pas l'autre? Quand on aime l'autre avec trop d'admiration, on l'aime on ne peut plus, par exemple, est-ce que ça ne va pas l'étouffer? Ouais. Est-ce qu'on ne bouffe pas son espace? Voilà. Ouais. Et puis, ça m'interpelle également de poser une autre question, laquelle est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? En fait, est-ce qu'on peut voir, est-ce que deux individus peuvent imaginer la vie ensemble? Est-ce qu'elles peuvent explorer quelque chose ensemble? Ouais. Donc, c'est ce qui arrive avec Georges et Lénie. Mais dans ce texte, ce qui m'a beaucoup touché, c'est que à la fin du texte, Georges, le bon ami de Lénie, Ouais. il le tue. Ouais, il était. Malheureusement, on a dit ça. Les gens vont peut-être pas lire. On aurait pu laisser traîner un peu la surprise. Mais à la fin, Georges était dans l'obligation de tuer. de libérer Lénie de lui-même parce que Lénie était encombré avec lui-même. En fait, Il s'encombrait. voilà. En fait, Lénie a tué la femme du propriétaire du ranch et la femme de Curly. En fait, qu'est-ce qui m'intéresse dans ce texte-là? C'est Georges tue Lénie par amour, encore par amitié. Donc l'amitié, parce que en fait, il se presse de tuer Lénie de peur que les autres le fassent avant lui. Donc il aime beaucoup Lénie. Donc pour lui, Pour laisser sa vie à d'autres. à d'autres. Donc s'il faut que Lénie meure, que ça soit Voilà. lui qui s'en occupe. Voilà. En toute dignité. Pour moi, c'est une preuve d'amour extraordinaire. Voilà, mesdames et messieurs, Carl-Henry sur le plateau Délivrez-vous. Il vous propose Des souris et des hommes, écrivain américain Steinbeck. Il vous propose également le portrait de Dorian Gray, Oscar Wilde, écrivain anglais. Ça fait un univers du coup très anglophone pour le coup. Mais ces textes-là sont traduits en français. Merci Carl-Henry. Il faut dire merci dans la vie. Tu as accepté de venir et de proposer tes conseils et d'échanger avec moi. Oui, en fait, moi je ne dirais pas merci. Et pourquoi je ne dirais pas merci? Parce que nous autres en Haïti, par exemple, on est habité par le mot merci, par le mot pardon. C'est des séquelles de l'esclavage. On est toujours du lieu à remercier. Du coup, la gentillesse, t'en fais quoi, mon gars? Et à demander pardon. T'en fais quoi, mon gars, avec la gentillesse? En tout cas, merci D'Angelo pour l'invitation. Mesdames et messieurs, délivrez-vous avec ces trois énergies. Au début, en entrée, il y avait donc Mitsuka, ensuite c'était NJ, et là maintenant c'est Carl-Henry. Et le plateau Délivrez-vous est ouvert à tous les jeunes, à tous les auteurs. Si vous avez un propos, si vous avez un élément de langage à placer autour de vos lectures, contactez l'équipe Délivrez-vous. Merci à l'équipe technique qui me permet de faire cette émission. C'est du labeur, c'est du boulot. Merci à vous de suivre. Dites de temps en temps, gardons bonheur. Dans le monde, il doit y avoir deux êtres, des livres et vous.